La deuxième question est posée par Luc. Monsieur Asselineau, dans votre récent dialogue avec Marc Toiti, ce dernier semble beaucoup plus inquiet que vous sur les conséquences d'une sortie de l'euro. Il semble dire que l'économie française n'est pas suffisamment structurée et solide pour affronter un tel choc économique, notamment face au marché. Cette hypothèse mérite d'être étudiée sérieusement et je ne parle pas ici des conséquences que pourraient subir les Français sur leur épargne. Avez-vous suffisamment étudié et analysé l'économie française pour proposer un tel risque ? Alors, d'abord, il y a quelque chose dont je suis assez content, c'est que j'ai pu débattre avec M. Toiti, qui fait partie des 6-7 économistes français les plus connus. Il a été notamment économiste chez Natixis. Ensuite, il a créé son propre cabinet de conseil. C'est quelqu'un qui est convoqué, enfin qui est invité par le ministre des Finances, par Bruno Le Maire et ses prédécesseurs pour avoir son point de vue. Donc, c'est intéressant d'avoir un débat. De la même façon que 15 jours auparavant, j'ai débattu avec Philippe Béchade de la Chronique Agora. Donc lui, c'est autre chose. Il a une autre vision des choses, mais qui est quand même également assez connu, du moins dans la sphère Internet, comme étant un économiste sérieux. Donc déjà, je me réjouis d'une chose, c'est que l'UPR-TV devient un endroit où on peut débattre de sujets quasiment tabous ailleurs. C'est le premier point. Je l'ai dit d'ailleurs, et Marc Toiti était d'accord avec moi, sur le fait qu'il n'est pas normal que le débat que lui et moi avons eu soit ici à UPR-TV et ne soit pas sur TF1, sur France 2 ou sur RTL ou Europe 1 ou France Inter, etc. Ça n'est pas normal. Il n'est pas normal. Nous sommes dans une démocratie malade. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas des débats de fond sur l'existence et la survie même de l'euro. Ça prouve d'ailleurs que des gens ont peur des événements et veulent cacher à la population française de ce qui arrive. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, vous me permettrez de souligner que lorsque je débat avec Philippe Béchade, je vous y renvoie, lorsque je débat avec Marc Toiti, tout le monde a pu voir que j'ai de solides arguments. Tout le monde a pu voir que, alors que ce sont quand même des personnes qui ont tout à fait pignon sur rue comme économistes, qui sont écoutées, Marc Toiti est invité dans les médias les plus mainstream, eh bien, confronté à moi, aller visionner ce débat, je n'étais pas un petit enfant qui apprenait la leçon. J'ai envoyé à M. Toiti alors Philippe Béchade est bien plus d'accord avec moi, mais j'ai dit à M. Toiti des arguments, allez regarder, qui ont fait mouche, je crois. Et je voudrais ici attirer l'attention des gens qui m'écoutent. Je ne suis pas un économiste, je suis un responsable d'un parti politique. Mais, au moment des élections, et notamment au moment du choix du président de la République, les Français devraient pouvoir exiger d'avoir des débats avec les différents responsables politiques, non pas sur des affaires style Youssoufa, ce genre de choses. Ça, c'est de l'écran de fumée. Non, moi, j'aimerais voir un débat entre Madame Le Pen et Monsieur Toiti pendant 1h15. Et que les Français se fassent leur opinion sur la compétence en matière économique et monétaire de Madame Le Pen face à Monsieur Toiti ou face à Monsieur Béchade. Pareil d'ailleurs pour Monsieur Mélenchon. Pareil pour Monsieur Xavier Bertrand. Pareil pour Monsieur Jadot. Pareil aussi pour Monsieur Macron. C'est-à-dire que les Français ont besoin de débats de fond. Et quand on élit un président de la République ou une présidente de la République, les Français devraient pouvoir voir en situation le candidat. Pas quelqu'un qui a appris des formules par cœur avec des sociétés de communication qui leur ont dit qu'il fallait se teindre les cheveux. Moi, il y a des gens qui me disent qu'il faudrait que vous teigniez les cheveux, etc., ce qu'avait fait François Hollande, etc. Pas ce genre de manipulation. Moi, je prends les Français pour des êtres adultes. Il faut que les Français, c'est très très important l'élection présidentielle, ils remettent le destin de la France dans une personne. Ils ont besoin non pas d'entendre cette personne faire des discours et lancer des punchlines, comme on dit, c'est-à-dire des slogans qui sont conçus pour manipuler l'opinion publique. Non, il faut les voir en situation dans un débat de fond. Alors là, j'ai parlé des questions économiques et monétaires.
Enfin, j'ai fait, il y a quelque temps de cela, j'ai fait ici un débat avec le président du Souvenir napoléonien et avec le prince Murat. J'ai fait un débat sur l'histoire. Là aussi, c'est intéressant. Les Français devraient pouvoir juger des connaissances historiques des candidats à la magistrature suprême. Parce que l'expérience montre que dans tous les pays du monde, lorsque vous avez un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de son propre pays. C'était d'ailleurs, par exemple, c'est une des caractéristiques de Vladimir Poutine. C'est une des caractéristiques des dirigeants chinois. J'aurai l'occasion de raconter des anecdotes à ce propos. C'était ô combien une des caractéristiques essentielles de Charles de Gaulle. Nous avons besoin, nous, d'avoir comme chef d'État quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de France. Et pourquoi ? C'est pas parce que c'est un concours, Wikipédia. C'est parce que l'histoire nous enseigne les moments où la France s'est effondrée et ceux où la France s'est relevée. L'histoire, elle est riche d'enseignements. Lorsque vous avez quelqu'un comme M. Macron qui dit n'importe quoi, il vient de faire une sortie en disant qu'on arrivait vers une nouvelle renaissance et qu'on sortait du Moyen-Âge. Mais c'est n'importe quoi. Du point de vue historique, ça ne tient pas la route une demi-seconde. J'accuse M. Macron de ne pas connaître l'histoire de France et de connaître peut-être quelques éléments, mais surtout de ne pas l'aimer non plus. Aimer l'histoire, ça veut dire aimer notre pays dans tout ce qu'il a été depuis 1000 ans ou 2000 ans. Et connaître les qualités et les défauts. Quels ont été les grands moments de l'histoire de France ? Et quels ont été les moments affreux ? Et pourquoi ? Et actuellement, on est dans un moment affreux, et les causes qui sont à l'origine de l'effondrement de la France aujourd'hui, en fait, sont des causes historiques que l'on peut retrouver dans d'autres moments de l'histoire. J'ai fait également des vidéos sur d'autres sujets, par exemple sur les questions, enfin je vais en faire notamment très bientôt sur les questions de sécurité, mais sur les questions concernant les affaires étrangères ou sur la diplomatie. C'est très important lorsque les Français choisiront un candidat à l'élection présidentielle, lorsqu'ils voteront pour lui, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est sa compétence en matière de diplomatie, en matière de politique étrangère. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Maintenant, je viens à la réponse directe. Je ne veux pas qu'ils pensent que je veux l'enfumer. Non, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Simplement, ce que je veux, c'est que les gens tirent déjà les premières conséquences de ce qu'ils voient. Honnêtement. Je ne sais pas qui est Luc. Je lui dis bonjour. Je ne sais pas s'il est adhérent, s'il a l'air d'être un peu critique. Luc, s'il m'écoute, est-ce que vous connaissez beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui soient capables de faire un débat comme celui que j'ai eu pendant 1h15 avec un des plus grands économistes sur l'euro ? Je ne le pense pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense qu'ils ne sont pas capables. Honnêtement, je pense qu'ils n'y connaissent rien. Voilà la vérité. Alors maintenant, s'agissant de M. Toiti, il y a eu des points de convergence, vous l'avez vu. Et ça rappelait d'ailleurs un petit peu les mêmes que j'avais eus avec Henri Guénaud il y a 1 mois et demi ou 2 mois, je me rappelle plus. Monsieur Toiti fait partie de ces gens comme Henri Guénaud, comme d'ailleurs Philippe Béchade, sauf que Philippe Béchade est beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs, la plupart des économistes, quand vous leur parlez toute porte fermée comme ça, sans micro, tous les économistes savent que l'euro n'est pas viable. Il n'est pas viable. C'est une monnaie qui, de toute façon, va exploser. C'était d'ailleurs, revoyez la vidéo avec Marc Toiti. Il a dit lui-même qu'il était très inquiet. Nous avons un endettement qui ne cesse de proliférer au niveau de la Banque centrale européenne, qui, contrairement aux traités européens, la Banque centrale européenne, en fait, rachète de la dette des États, ce qui est formellement interdit. Elle le fait par un artifice de procédure. Elle rachète ça sur le marché secondaire, comme on dit, et non pas sur le marché primaire. C'est-à-dire qu'elle n'achète pas la dette directement des États. Les États émettent de la dette sous forme d'obligations qui sont ensuite cotées sur les marchés financiers, et elle rachète donc à des détenteurs de la dette d'État. Elle rachète. C'est ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est un peu de la marché d'occasion. Donc, du compte, ça revient au même. Or, tous les économistes, tous, sont extrêmement inquiets de l'évolution de l'endettement de la BCE. Et ceux qui sont les plus inquiets, ce sont les Allemands. J'ai déjà eu 1000 fois l'occasion de l'expliquer. Alors bien sûr, il y a le Project Fear, comme le disaient les Britanniques au moment du Brexit, qui consiste à dire vous vous rendez compte si on sort de l'euro.
Et moi, les gens qui me disent ça, oui, je m'en rends compte. Mais ce que je leur réponds toujours, c'est est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Est-ce que les gens se rendent compte si on y reste? Parce que c'est facile de dire pourquoi est-ce que je propose la sortie de l'euro? C'est pas par nostalgie, c'est pas par ringardise, c'est pas parce que je suis triste d'avoir perdu les billets de francs. Je suis triste d'avoir perdu les billets de francs, mais c'est pas pour ça. Je suis pas, comment dirais-je, un romantique qui vit dans le passé. C'est pas ça la question. La question, c'est que actuellement l'euro n'est pas viable. On va pas redire ici parce qu'il y a plein de questions. On dit d'ailleurs, il paraît que je réponds beaucoup trop longuement. Allez visionner ou revisionner ma vidéo avec Marc Toiti. Allez revisionner la vidéo avec Henri Guénaud. Allez revisionner la vidéo avec Philippe Béchade. Vous avez dans les trois cas des gens qui connaissent bien le sujet, qui disent tous que l'euro va exploser, mais qui ont peur d'en tirer la conclusion, c'est-à-dire qu'il faudrait en sortir. Ça me fait penser à quelqu'un qui a une rage de dents. Quand vous avez une rage de dents, il y a une tentation spontanée des gens qui est de ne pas avoir envie d'aller chez le dentiste en disant « ça va passer ». Eh oui, mais vous savez qu'une rage de dents, ça ne passe pas. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand vous avez mal aux dents, si vous avez une carie qui s'est introduite, elle ne va jamais guérir toute seule, ça ne va faire que s'aggraver. Et bien on en est là. C'est-à-dire que reporter, ça risque de nous mener à une explosion générale immaîtrisable. Quelques éléments quand même de réponse. Une fois que la France sera sortie de l'euro, il n'y aura plus d'euro. C'est ça aussi qu'oublient les gens. Plus exactement, il y aura peut-être un euro rémanent, mais il ne sera pas coté de la même façon sur les marchés financiers puisqu'il n'y aura plus la France. Deuxième chose, lorsque la France sortira de l'euro, très probablement d'autres pays feront pareil. Je pense notamment aux pays les plus pénalisés par l'euro, c'est-à-dire les pays du Sud, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, qui sont pénalisés parce que le cours de change de l'euro vis-à-vis du dollar est une espèce de cote mal taillée entre ce que serait le cours de change du Deutschmark ou du florin néerlandais, qui serait beaucoup plus coté, ou du franc luxembourgeois, et puis de la drachme grecque, de la lire italienne, de la pesette espagnole, de l'escudo portugais et du franc français qui serait moins coté. Donc le problème, c'est que l'euro a un cours moyen vis-à-vis du dollar qui est trop faible pour les économies fortes. Ça veut donc dire que l'Allemagne, par exemple, engrange des excédents commerciaux géants. L'Allemagne est devenue quasiment le premier excédent commercial au monde, enfin, c'était avant la pandémie, devant la Chine. Alors qu'en revanche, les pays du sud de l'Europe non seulement ont des déficits commerciaux gigantesques, mais en plus ils sont en train de détruire leur économie. Parce que c'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Bien sûr qu'il y aura des inconvénients si on sort de l'euro, ça va tanguer. Mais arrêtez de dire que ça va être la catastrophe. Une fois, je me rappelle, j'avais débattu, c'était à l'université de Compiègne, vers 2017-2018, avec un professeur qui était M. Moulier-Boutan, qui était de EELV, qui avait été très, très, très agressif et très, très désagréable, en fait, contre moi, qui m'avait parlé comme si j'étais à la fois un demeuré et un malade mental, et qui avait dit que de toute façon, si la France sortait de l'euro, le franc perdrait 80% de sa valeur. Non. 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 C'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. Si le franc sort demain de l'euro, bien sûr que le franc va sans doute se déprécier. Mais de combien ? Selon M. Moulier-Boutan, il allait perdre 80% de sa valeur. Ça veut donc dire, par exemple, je ne sais pas moi, qu'un sac Vuitton ou un foulard Hermès, je parle de spécialités qui ont des grands succès à l'exportation, d'un seul coup vaudrait 80% moins cher pour des acheteuses hongkongaises, japonaises, coréennes, taïwanaises ou chinoises ou singapouriennes. Qu'est-ce qu'elles feraient ? Tout le monde se précipiterait pour en acheter. Alors je prends un exemple, mais il n'y a pas que les sacs Vuitton et les foulards Hermès. Ça serait pareil pour des quantités de produits de production française. Les vins, les alcools, certains produits textiles, certains produits mécaniques, des automobiles, enfin voilà. Et donc il y aurait une telle demande du monde extérieur, une telle demande de francs, que le franc remonterait à toute allure sur les marchés financiers. C'est comme ça que c'est coté. Donc il est absolument impossible que la France, que le franc perde de 80% de sa valeur. Alors de combien il perdrait ? Moi je me réfère à ce que j'ai lu ici ou là. Je pense notamment
à l'étude de Jacques Sapir et de Philippe Murer, qui date d'il y a déjà quelques années, qui avait été publiée à la Fondation Res Publica et qui envisageait que si le franc quittait l'euro, son cours pivot vis-à-vis du dollar pourrait perdre à peu près environ 10 à 15%. Il semble que ce soit un peu ce qu'ont à l'esprit un certain nombre d'économistes. Pendant que le Deutschmark, lui, gagnerait 25, 30 ou 35%, que la lire italienne perdrait 30%, et que la drachme grecque perdrait 50%. Il se passerait quoi, en fait? Tendanciellement, les monnaies se réajusteraient en fonction de cette évolution qui a été cachée à partir de juillet 1999, lorsqu'il y a eu ce taux de change strict entre les monnaies qui sont entrées dans l'euro. D'un seul coup, on reviendrait à ce qu'aurait été l'évolution normale. Et si le franc perd 15% de sa valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les importations coûteront beaucoup plus cher. Enfin, pas beaucoup plus cher, elles coûteront 15% plus cher. D'accord. Si elles sont payées en dollars. Bon. Ça veut dire notamment le pétrole coûtera 15% plus cher. Mais ça ne veut pas dire que l'essence coûtera 15% plus cher. Puisque je rappelle que le prix du pétrole dans l'essence, c'est environ 40% du prix final. Hein, la matière brute, après, elle fait l'objet de transport, de raffinage, de la distribution, etc. Et en plus de ça, l'État peut ajuster les cours avec une évolution de la taxe sur les produits pétroliers. Donc au total, on aurait une augmentation de l'essence qui serait peut-être de l'ordre de quelques centimes. Voilà, on a déjà vu ça d'ailleurs, parce que je signale que le prix de l'euro varie beaucoup lui-même vis-à-vis du dollar. Je rappelle que l'euro était monté à 1,65 dollars aux alentours de la 2008, et puis il est retombé, et à un moment il avait été à 0,85 dollars dans les années, je crois, 2004, et en ce moment il est aux alentours de 1,20. Donc on peut très bien gérer ce genre de choses. C'est vrai que les voyages à l'étranger coûteraient plus cher, c'est vrai qu'un certain nombre de produits d'importation coûteraient plus cher, de l'ordre de 15%. Mais c'est vrai aussi que les produits français coûteraient 15% moins cher. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que nous recréerons de l'emploi en France. Puisque un déficit commercial, c'est en fait de faire travailler l'étranger. Nous recréerons de l'emploi en France. Sapir Murer avait envisagé qu'avec une dépréciation de l'ordre de 15%, on pourrait recréer en l'espace de 18 mois 1 à 1,5 million d'emplois. Est-ce que vous imaginez l'impact d'une création d'emplois de 1 million 500 000, peut-être plus, en 18 mois? D'abord sur l'état d'esprit général de la population, avec les jeunes qui retrouvent de l'emploi. Baisse d'ailleurs au passage certainement de la violence. Parce que si les gens commencent à travailler à un emploi, ils se socialisent. Ça veut dire également baisse des prestations chômage. Ça veut dire également baisse des déficits des comptes sociaux. Ça veut dire que s'enclenche un cycle vertueux. C'est tout ça que ça veut dire. Donc l'idée selon laquelle sortir de l'euro, ce serait absolument cataclysmique, moi je dis non, c'est aujourd'hui qu'il y a le cataclysme. Alors je m'arrête parce que sinon on va me faire des gros yeux à la régie, que je réponds beaucoup trop longuement. Je suis partant pour faire des débats avec d'autres économistes et que tout le monde discute devant les Français. Voilà ce que je propose. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il y a des monnaies et des plein de pays au monde beaucoup plus petits que la France qui ont leur propre monnaie et qui s'en portent très très bien. Merci pour eux.